Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour l'émission majuscule Propos. Ce soir, nous allons revenir sur la situation inquiétante des coups d'État à répétition dans la partie ouest du continent africain, en Afrique de l'Ouest, où en tout cas on semble avoir un courant qui souffle ou un vent de coup d'État qui souffle dans un certain pays du continent. Mais ce n'est pas que l'Afrique de l'Ouest, il y a également dans d'autres parties du continent où on voit des zones de conflit. On va interroger cette situation et voir où cela amène cette Afrique qui se veut une Afrique moderne, une Afrique qui avance sur des projets qui unissent les gens, des projets qui projettent ce continent vers l'avant. Est-ce que ces coups d'État à répétition ne sont-ils pas des embûches sur le chemin et la voie que veut emprunter l'Afrique ou qu'a emprunté l'Afrique aujourd'hui? Avec nous dans ce studio, nous sommes avec deux ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui sont avec nous. Nous sommes avec Damien Muzone, qui est donc du groupe Aina Think Tank. C'est cette plateforme qui a permis à la jeunesse africaine de se hisser, en tout cas pour ce qui est de la mentalité, pour ce qui est d'une vision en ce qui concerne le leadership, à pouvoir embrasser l'Afrique à bras-le-corps et surtout à bien mener cette société africaine. Bonsoir Monsieur Damien. Bonsoir Eddy. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. Non. Un plaisir d'être là. Merci. Et Damien Muzone, il est donc ressortissant béninois qui donc est au Rwanda depuis plusieurs années maintenant et qui connaît bien le continent africain et également l'Occident pour avoir passé du temps pour des raisons du travail ou pour d'autres raisons personnelles. Avec nous également est donc Monsieur Siriki Soro, qui est donc de l'African Leadership University ici au Rwanda. Et vous êtes également au Rwanda depuis quelque temps et vous êtes ressortissant ivoirien. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Eddy. Est-ce que j'ai manqué quelque chose dans la présentation? Tout a été dit et heureux d'être là avec vous. Voilà. Voilà, ce sont donc les deux qui vont nous aider à pouvoir décortiquer cette situation. J'insiste bien et également le hasard fait bien les choses d'avoir cette émission avec deux personnes, des jeunes qui veulent voir l'Afrique dans une autre, sous une autre en tout cas, sous un autre cieux, voir une Afrique qui évolue. Les deux, nous allons commencer par d'abord un élément, c'est un élément de nos confrères de TV5 qui nous font la récapitulation de ce qu'ont été ces coups d'État à répétition dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis on revient avec force et détail. Nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. Un coup d'État respecte souvent une règle, l'annonce par les protagonistes eux-mêmes de leur prise de pouvoir sur la télévision nationale. 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mali en 2020, Guinée en 2021, Burkina Faso en ce début d'année 2022. Le béret, les lunettes, les casques, les armes visibles parfois. La tenue militaire s'est imposée de façon régulière sur les écrans. Et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, avec une base commune de coups d'État ces 2 dernières années, les faveurs du peuple. Ici, quand les putschistes renversent Ibeka, le 18 août 2020 au Mali, le mouvement du M5 a préparé le terrain. Car les djihadistes gagnent du terrain, la corruption gangrène le pouvoir, les militaires menés par Assimi Goïta rassurent. En faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Scène de liesse aussi en Guinée, début septembre 2021. Alpha Condé a entamé le mandat de trop, les forces spéciales de Mamadou Mouya sont acclamées. Une partie du peuple avait depuis longtemps manifesté l'envie de changement. Dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous.
Un coup d'État respecte souvent une règle, l'annonce par les protagonistes eux-mêmes de leur prise de pouvoir sur la télévision nationale. 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mali en 2020, Guinée en 2021, Burkina Faso en ce début d'année 2022. Le béret, les lunettes, les casques, les armes visibles parfois. La tenue militaire s'est imposée de façon régulière sur les écrans. Et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, avec une base commune de coups d'État ces 2 dernières années, les faveurs du peuple. Ici, quand les putschistes renversent Ibeka, le 18 août 2020 au Mali, le mouvement du M5 a préparé le terrain. Car les djihadistes gagnent du terrain, la corruption gangrène le pouvoir, les militaires menés par Assimi Goïta rassurent. En faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord. Scène de liesse aussi en Guinée, début septembre 2021. Alpha Condé a entamé le mandat de trop, les forces spéciales de Mamadi Doumbouya sont acclamées. Une partie du peuple avait depuis longtemps manifesté l'envie de changement. Le Burkina Faso a donc suivi ce constat. Une partie de la population voit les militaires comme des sauveurs. Vraiment, cette journée, elle est tellement immense. On a vraiment espéré. Aujourd'hui, voilà les résultats. Quand on refuse d'écouter sa population, quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Les promesses de lutter contre les djihadistes n'ont pas été tenues par Roch Kaboré, disent ces Burkinabés. 3 coups d'État militaires en 2 ans dans la région. Un 4e pourrait même être comptabilisé au Tchad, même si le contexte diffère quelque peu. C'est la mort d'Idriss Déby qui a entraîné l'arrivée au pouvoir du général Mahamad Déby, son fils, entouré ici du Conseil militaire de transition. Il a respecté les premières règles d'un putsch, une présentation devant les caméras et le rejet de la Constitution en place. Voilà, c'est donc un résumé de la situation en Afrique de l'Ouest, et notamment pour ce qui est de coups d'État qui se sont donc succédés dans différents pays de la région. D'abord, Damien, on parle dans les reportages, on a entendu l'intervention de la population. On parle, certains reviennent sur le peuple qui n'est pas entendu. Parce que le peuple qui n'est pas entendu, c'est la seule manière de pouvoir être entendu ou de se faire entendre. Mais aussi quand le peuple dit, ce n'est pas le peuple qui agit. On voit, ce sont des coups d'État militaires, ce n'est pas la population qui va nécessairement dans la rue. Comment comprendre cette situation? Oui, je crois qu'il faut faire la part des choses quand on parle de coup d'État civil et de coup d'État militaire. En 2014, nous avons eu par exemple dans le même pays, Burkina Faso, qui a eu un coup d'État militaire cette année 2022, un coup d'État plutôt civil. Parce que la population, après 30 ans de règne du président Blaise Compaoré, qui est un militaire d'ailleurs, venu au pouvoir par les armes, par un coup d'État, et qui a pu s'imposer comme un homme très fort, non seulement dans la région. Au temps du président Compaoré, il n'y avait pas eu de coup d'État au Burkina Faso. Donc c'est un militaire, il maîtrise la maison, il maîtrise ses gars et il sait comment il s'occupe avec eux. Subitement, il s'est fait que Roch, qui par coïncidence a été le seul pratiquement président civil du pays, s'est fait confronter à une réalité, en tout cas pendant l'ère démocratique depuis les années 80, depuis 87 que le président Compaoré était au pouvoir. Roch a succédé à un système qu'il ne maîtrise pas. Et donc, voici les coups d'État ont commencé, et maintenant ce n'est pas le peuple qui s'est levé pour chasser Roch, au contraire, le peuple venait d'élire Roch il n'y a pas seulement à peu près dans un intervalle d'1 an. Et donc si les élections se passent réellement en Afrique et que c'est le peuple qui vote et qui choisissent les personnes qui doivent les gouverner, parce que c'est de cela il s'agit quand on parle de la démocratie. Vous choisissez quelqu'un parmi vous qui doit porter vos destinées. Et c'est vous qui décidez, c'est le peuple qui a le pouvoir. Les dirigeants ne sont que des agents.
Alors, dans ce cas, c'est quand même, je pense qu'il y a une manipulation publique, il faut le dire, et que ce peuple, parfois, ne sait pas ce qu'elle cherche, parce que c'est elle qui vient de voter. Il faut dépenser de l'argent pour organiser une élection dans un pays. Si Roch était aussi mauvais, ils auraient pu voter quelqu'un d'autre à sa place. Et maintenant, les militaires qu'on connaît historiquement, on a vu comment ça s'est passé, comment les militaires viennent au pouvoir sous des prétextes peut-être nationalistes ou parfois indépendantistes. Il y a plusieurs prétextes qui amènent ces gens à prendre le pouvoir par la force. Et parfois, les mêmes personnes, pour des raisons égoïstes, voulaient aussi ou essayer d'abuser, et d'autres militaires les renversent. Donc, on a connu cette question dans le passé. Je pense que si on parle du peuple, il faut vraiment qu'on sache de quel peuple on parle, parce que parfois, on a tendance à croire que les gens qui sont déjà à un niveau d'éducation très faible, on peut les manipuler facilement, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, quand vous écoutez ces paroles, parfois, ça fait mal, surtout dans un continent qui n'a pas beaucoup de moyens, et que, à répétition, on continue de faire des erreurs de cette nature et trouver des prétextes, alors que la réalité est là, on devait pouvoir faire face à notre destinée. L'Afrique a besoin et des institutions fortes, même si à ce stade, des hommes forts sont nécessaires, qui représentent ces militaires, parce qu'ils se voient dans ces militaires, mais est-ce que c'est durable? La question reste encore à poser. La question que je pose également à vous, M. Siriki, est-ce que vous comprenez quand même, on parle toujours de l'option Z, quand on ne peut pas vraiment être entendu, est-ce que c'est la seule manière d'exprimer son désarroi? Est-ce que, par exemple, ce que réclament les populations dans ces pays, y a-t-il une certaine similitude, y a-t-il une certaine ressemblance par rapport aux desiderata des gens qui, donc des auteurs de coups? Absolument, absolument. Il y a une similitude au niveau des différents 3 coups d'État, notamment au Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, qui est actuellement sous le règne du colonel Mamadou Doumbouya. Il y a une similitude. Il faut remarquer que depuis l'indépendance du Mali, le Mali a connu 4 différents coups d'État. Au niveau du Burkina Faso, ils sont au 8e coup d'État. Et au niveau de la Guinée-Conakry, c'est un 3e coup d'État. Donc, il y a une similitude parce qu'ils sont confrontés en fait à l'insécurité au niveau du G5 Sahel, notamment avec le terrorisme qui y règne. Et il faut essayer d'y trouver des réponses. Et après, il y a des élections et il y a une population qui vote. Et après, c'est la même population qui se révolte. Donc, il faudrait y apporter des solutions à ces différents coups d'État en Afrique de l'Ouest. Est-ce que, Damien, j'aimerais savoir les desiderata, les réclamations qui sont donc soulevées par aussi bien la population locale ou encore les militaires qui passent à l'action. On évoque également d'autres mains externes, d'autres facteurs externes qui ne sont pas nécessairement des facteurs endogènes à ces pays. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, vous savez, c'est difficile de prendre position dans ce qui se passe parce que, qu'on veuille ou pas, quand vous voyez les militaires qui prennent le pouvoir aujourd'hui en Afrique, à notre époque où nous sommes, ce n'est pas les mêmes personnes dans le passé en termes d'histoire, en termes d'expérience, en termes de formation. Les coups d'État par le passé, c'est des jeunes lieutenants qui peuvent aller prendre le pouvoir et c'était assez bas. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont réussi à faire des formations, que ce soit en dehors du pays, chez les grandes puissances. Certains ont été en Russie, d'autres ont été aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, c'est difficile de dire si quelqu'un qui a été formé par quelqu'un et qui aujourd'hui est en train d'agir, ça peut prêter à équivoque et qu'on puisse quand même, c'est un terrain à explorer et s'imaginer que le fait que ces gens aient été dans l'école de ces personnes, qu'ils aient été formés par ces gens, mais
on n'a aucune preuve aujourd'hui pour dire de façon tangible, même au Mali où on dit qu'il y a l'opération de ces Russes qui ont été à la base, on n'a pas le régime en place qui a pris le pouvoir jusque-là continue de démentir qu'ils n'ont pas de mercenaires dans le pays et ce qui a été à la base. Donc, à notre niveau, je crois qu'il faut vraiment qu'on repense nos problèmes à la base et de toujours trouver que c'est les Occidentaux et autres. Je ne sais pas s'ils ont de rôle ou pas, mais ce n'est pas aussi exclu dans le jeu. Seulement, nous n'avons pas les données précises pour savoir. Tout ce que nous savons, c'est que beaucoup de ces cadres qui reviennent prendre le pouvoir ont été se faire former chez Hans. Ils connaissent le système et ils ont des liens peut-être certainement avec ces personnes ou ces grands pays, ces grandes puissances qui peuvent jouer un rôle. Mais comme on le dit chez nous, si le mur n'est pas fendier, le magouilla ne peut pas rentrer dedans. Donc les Africains d'abord, les militaires là, même s'ils n'ont pas soif du pouvoir ou qu'il n'y a pas d'autre réalité qui soit d'abord interne à eux-mêmes, je crois que même si éventuellement il y a des forces externes, jusqu'à ce qu'on aille à ces chaos que nous sommes en train d'avoir au fur et à mesure, parce que c'est comme si c'est une endémie ou une épidémie aujourd'hui, les uns ont fait, donc les autres doivent faire. Et c'est l'implication que vous voyez dans tous les coins du pays aujourd'hui, c'est comme il y a eu, même des semaines passées, plusieurs tentatives de coup d'État qui continuent. Donc ça veut dire que les uns se disent si les militaires peuvent s'organiser, prendre le pouvoir, parce que maintenant, c'est des gens qui ont quand même une discipline. Ils ont été formés et ils ont une discipline donnée. Ils ont un niveau d'intelligence, un niveau de perception des choses qui peut-être est relativement supérieur au commun du mortel de ces populations dont nous parlons. Parce que le vrai problème aussi dans nos continents, il faut voir, c'est au niveau de l'éducation. Beaucoup de gens ne sont pas éduqués, donc on peut les manipuler n'importe comment et on le tourne autour de démocratie. Moi, je trouve quand même avec toutes les réserves que quelque part, cette démocratie à l'occidental ne peut marcher que si le peuple elle-même est vraiment éduquée. Lorsque vous parlez éducation, vous parlez éducation des civils ou vous parlez de l'éducation des militaires? Les deux. Les deux. Les deux? Les deux. Parce que là, je dois revenir sur la citation du fait président Thomas Sankara, lui qui parlait d'un militaire sans formation politique est un criminel en devenir. Est-ce que c'est une citation qui pourrait aujourd'hui être d'actualité par rapport à ce qu'on vit? Absolument. C'est la quintessence de cette question, elle ramène à la démocratie et puis elle est d'actualité. Parce que remarquez que lorsque Paul Henry il fait son premier discours, le putschiste burkinabé, il fait son premier discours, il termine par une phrase très célèbre qui vient de Thomas Sankara exactement, qui dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc elle est d'actualité. Elle est d'actualité, la question se pose, mais comme l'aîné Miezan le disait bien, les putschistes ont reçu des formations, notamment au niveau de Libreville, à travers la coopération Gabon-France, et après ils se sont exportés à l'extérieur, tels que la Russie, la France, l'Allemagne et autres, avant de revenir en Afrique. Donc ces trois putschistes, ils se connaissent, ils ont fait la formation ensemble. Donc forcément, on dit quand la maison du voisin brûle, la fumée vous empêche de dormir chez vous, donc forcément, le premier coup d'État au niveau du Mali a contaminé celui de la Conakry et puis ensuite du Burkina Faso. Et nous en sommes là aujourd'hui. Est-ce que le fait que ces trois, par exemple, ces officiers supérieurs, on parle du Goïta, Doumbouya et celui du Burkina, est-ce qu'on peut dire que c'est un plan de longue date? Est-ce que on peut dire que c'est des gars qui avaient une mission à remplir déjà là où ils étaient à la formation? Parce qu'on essaie un peu de compléter le puzzle. On s'est dit peut-être qu'en partant de là où ils se sont rencontrés, il y avait déjà un plan prémédité. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça laisse à y croire, vu la chronologie des différents événements. Parce que rappelons que le coup d'État a eu lieu au Mali le 19 août 2020. Celui de la Conakry, ça a eu lieu le 5 septembre 2021. Et le Burkina Faso, nous arrivons à la nouvelle année 2022 et nous observons un coup d'État le 24 janvier 2022.
ça laisse à y penser. Forcément, quelque part, quand même, ils ont fait la formation ensemble, donc ils ont des contacts, ils arrivent à se communiquer. Et puis bon, évitons après que peut-être que ça contamine nos différents autres pays autour. Mais après aussi, une des causes, peut-être, c'est l'insécurité au niveau du G5 Sahel. Comme je l'ai dit notamment, il y a l'insécurité et surtout il y a la mauvaise gouvernance. Parce que nous observons qu'en Guinée-Conakry, le putschiste, il s'est exprimé et dans ses explications, il a eu à dire que c'est par la volonté du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir, notamment Alpha Condé, de s'éterniser au pouvoir, que lui a décidé de faire ce coup d'État. Celui du Burkina Faso, il nous fait savoir que c'est par l'incapacité de bien gouverner le pays que lui fait ce putsch. Et ceux du Mali, c'est notamment l'insécurité. Et ils font appel notamment aux Russes parce qu'il a eu à être formé en Russie, notamment à Assimi Goïta. Il a eu à faire sa formation en Russie. Donc ils font appel notamment à la Russie à travers aussi l'opération Barkhane de la France. Aujourd'hui, nous assistons à un renvoi de l'ambassadeur de la France au niveau du Mali. Il est renvoyé dans son pays, carrément la France, et ça crée un conflit entre les différents pays. On va peut-être revenir sur les conséquences de ces coups d'État. Est-ce qu'il y a Damien, les autres pays africains, les autres pays de la région, ont-ils quelque chose à craindre, les autres chefs d'État? Absolument. Et je crois que, vous savez, nous sommes en train de vivre dans une société aujourd'hui qui se joue beaucoup plus aussi sur l'influence des médias. Et c'est tellement contagieux que vous ne poussiez pas imaginer. Je donne peut-être un exemple hors de ce contexte pour illustrer ce que je voudrais dire. Vous avez vu une chanteuse récemment, une certaine Rihanna, qui pour la première fois, elle devait faire enfant et elle s'était habillée d'une certaine manière. Est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux le nombre de jeunes Africains qui se sont mis dans ces mêmes postures et ils ont postulé un peu partout? Donc, la même façon, nous regardons les dessins animés, les films, les feuilletons, ainsi de suite. Ça tend vers cela. Donc, quand les autres ont fait, donc si tu ne fais pas, tu n'es pas à la page. Et cette tendance, je crois que même si c'est un peu risqué, ça fait peur, et on est en train d'aller vers cela. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des tentatives en Guinée-Bissau. Et ça vient de se passer. À quel prix? Presque toute la garde républicaine du président, qui d'ailleurs est un militaire, un grand gradé de l'armée et aussi un grand chef de renseignement militaire qui devait quand même avoir le contrôle, autant que les gens, les civils ou d'autres militaires qui ne sont pas de son rang. Mais pourtant, il a eu cette situation. Donc je pense que ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, même si notre débat concerne l'Afrique de l'Ouest, quand vous allez voir cet aspect de la chose, où c'est comme si dans nos pays, nous faisons la promotion indirectement de la médiocrité. Au lieu d'avoir les bonnes personnes à la bonne place, on fait la promotion des gens sous des bases d'affinité et d'autres choses. Donc, ces frustrations qui sont là, on ne peut pas les cacher comme une gangrène pour longtemps. Et ces situations les révèlent. Mais au fond, ça ne règle pas le problème. Mais pourtant, ça va être contagieux d'un pays à un autre parce que les autres vont dire nous sommes compétents et puis on voit des incompétents en train de nous gouverner. Les militaires ne peuvent pas, je ne sais même pas pourquoi on ne peut pas autoriser aux militaires d'être aussi, de gouverner des pays parce qu'on a connu des pays qui ont été gouvernés par des militaires et que ça a marché par le passé. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce sont les causes de ces coups d'État, ce sont les personnes auteurs de ces coups d'État où se trouve le problème? Parce qu'en même temps, on dit, vite, il faut remettre le pouvoir aux civils. Est-ce que les militaires sont des mauvais gérants de la chose publique? Pas du tout. Pas du tout. Les militaires ne sont pas des mauvais gérants de la chose publique. C'est seulement que le pouvoir, peut-être cette critique se pose à cause de la quintessence du fait que le pouvoir a été obtenu de façon illégitime. Parce que, par définition, un coup d'État, c'est une tentative illégitime ou manifeste d'atteinte au chef de l'État qui gouverne le pays. Donc, c'est parce que c'est illégitime que la question se pose. Mais moi, je pense que s'ils veulent vraiment gouverner comme au temps d'Amadou Toumani Touré au niveau du Mali, parce que lui, c'était un militaire, mais lors des élections, il a posé sa candidature et il a gagné à près de 64%.
Donc, c'est la forme et la manière d'obtenir le pouvoir qui n'est peut-être pas correcte. Mais le militaire, il n'est pas mauvais en soi pour gérer la chose publique. Lorsque vous dites correct, est-ce que les raisons qui poussent à ces coups d'État, parce que lorsqu'ils s'expriment, on parle de la gabegie, on parle de la corruption, on parle de toute forme des mots qui rongent, qui ne permettent pas à une république d'avancer, quand on parle des divisions, on parle de népotisme, tout ça. Est-ce que si on met tout ça sur la balance, on s'est dit, est-ce que c'est pas trop pour attendre, par exemple, un septennat ou un quinquennat? On s'est dit, peut-être qu'ils se disent, ça sera trop tard pour que le pays reprenne la marche. Et quand surtout, par exemple, dites-moi, quand on voit la population se ruer dans la rue pour soutenir de telles actions. Comment on interprète ça? Je crois que, comme nous avons commencé au départ, vous allez voir cette population, si elle était éduquée, les vrais pays démocratiques, vous allez voir les pays comme la Suisse. C'est mieux que j'en parle en disant le nom, des pays comme la Suisse où presque toutes les semaines les populations votent. Et les populations sont à la hauteur, ils sont suffisamment éduqués, éclairés. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y ait une tentative de putsch, par exemple, en Suisse? C'est presque impensable parce que la population est impliquée. C'est une question d'éducation ou c'est une question de la structure des États? Nous avons des institutions faibles dans des pays où les gens sont presque analphabètes, ignorants de presque la réalité et peuvent être manipulés à tout bout, à n'importe quel prix. Alors, dans ces conditions, quand vous voyez même le passé récent, un pays comme le Ghana, le Ghana est devenu Ghana aujourd'hui comme un grand pays parce que quelqu'un comme Jerry John Rawlings a pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Ça a manqué une première fois, une deuxième fois. Il est resté au pouvoir près de 20 ans au Ghana. Il a mis de l'ordre dans ce pays-là. Et aujourd'hui, tout le monde l'applaudit. Et il dit... Aujourd'hui, tout le monde l'applaudit. Et il a dit quelque chose de très significatif. Et personne ne se rappelle qu'il a accédé au pouvoir par un coup d'État. Et il n'a jamais été un président légitime ou légal, comme le dit mon frère. Il a été un guide, il a dit. Et il a dirigé le pays en étant un guide sans jamais briser la magistrature jusqu'à ce que le peuple ne décide, après l'avoir vu à l'action, de l'élire quand il s'était mis à cette posture. Et il a été, dans l'histoire du Ghana, l'un des plus longtemps dirigeants, les meilleurs d'ailleurs qu'on peut dire. Non, il est cité aujourd'hui comme l'un des meilleurs dirigeants que le continent ait connu. Alors, si nous avons un cas comme ça, comme Jerry Rawlings, ça veut dire que tant qu'on ne s'assoit pas pour étudier les contextes et qu'on veut faire copier-coller des lois comme nous le faisons, où la démocratie dit qu'il ne faut pas qu'il y ait putsch et qu'au lieu de voir le problème du fond, on le voit de superficie en se fiant seulement aux règles et non aux principes qui gouvernent la société, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets et ces populations vont toujours acclamer parce qu'eux ils veulent des hommes forts. Ils ne sont pas éduqués et ils voient que ça ne va pas, mais c'est eux-mêmes qui ont soi-disant voté ces populations. Donc l'expérience de Jerry Rawlings nous donne la preuve aujourd'hui qu'il faudrait qu'on révise ces réalités. Si des militaires peuvent prendre le pouvoir et remettre de l'ordre dans la maison, en termes de discipline, de mettre de l'ordre, et non pour des raisons égoïstes, personnalisées du pouvoir, je crois qu'il faut vraiment voir la chose avec beaucoup de tact et beaucoup de stratégie, de réflexion, au lieu d'être, ok, la démocratie ne veut pas qu'on fasse des coups d'État. Après un an d'élection dans ces deux pays, que les militaires reviennent au pouvoir et que ces mêmes peuples qui, soi-disant, ont voté ces gens à majorité pour les gouverner. Donc, il y a une contradiction qu'il faut avouer. Donc, ça ne marche pas et il faut se cacher derrière les règles qui ne marchent pas non plus. Donc, il faut trouver des formules. Donc, il faut que si on veut que les militaires reprennent le continent d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on les permette, eux aussi, de gouverner les pays. Mais souvent, c'est les gens qui peuvent faire la transformation, le peuple même, n'étant pas aussi éduqués, n'étant pas aussi éclairés, votent contre ces gens-là, si jamais même ces militaires se mettaient en civil pour aller aux élections, à moins qu'ils utilisent d'autres moyens pour gagner les élections. Donc le peuple même ne sait pas ce qu'il veut. Et parfois, il faut aussi l'avouer. Donc tant qu'on ne règle pas ce problème à la base, qu'on ait des jeunes comme ce que fait African Leadership University et plein d'autres structures aujourd'hui, pour préparer des jeunes qui comprennent la chose, qui ont des données, qui prennent le pouvoir dans nos pays, les militaires, on ne peut pas les éviter. Même dans 50 ans, on risque d'avoir les mêmes situations se répéter. La situation, on a vu, on parle de l'Afrique de l'Ouest, mais on a vu une situation
presque similaire. On a vu avec le coup d'État qui a vu partir le président soudanais, Omar Béchir. Et quelques mois plus tard, la situation a changé. On a senti que les mêmes militaires qui ont eu la sympathie et le soutien de la population ont voulu reprendre les affaires, et la même population s'est interposée. Aujourd'hui, on est dans une situation confuse. Comment comprendre que la même population qui vous a soutenu ne comprend plus votre cause, votre agenda quelques mois plus tard? Cela renvoie au fait que dans toute société, c'est de la philosophie. Il y a toujours des gens qui sont pour vous et il y a toujours des gens qui seront contre vous. Donc forcément, la balle, elle change de camp après, parce que après c'est 2 poids 2 mesures, n'est-ce pas? Donc vous arrivez, mais quand on voit que dans l'action, vous proposez les mêmes choses qui étaient là avant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas du concret. Donc par analyse, après, les gens ils se désintéressent, et c'est cela qui amène au fait qu'après ils manifestent. Mais notamment ajouter à ce que le grand frère Mézian disait au niveau de l'éducation. Après l'éducation, il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a le tripatouillage en fait des différentes constitutions dans nos différents pays. Le mandat est limité au nombre de 2 mandats, selon la constitution. Le mandat est limité à 2 ans, c'est-à-dire vous faites 5 ans, 10 ans. Après les 10 ans, vous ne devez plus vous présenter à l'élection présidentielle. Mais après, lorsque le président il arrive à son 2e mandat, c'est-à-dire à la fin de ses 10 ans, il décide de changer la constitution, on nous transforme le français d'une autre manière et puis s'apprête à interprétation. Donc après, il y a le fait du 2 poids 2 mesures, la population est pour certains et contre d'autres. Ça c'est également un autre débat quand on dit il a tripatouillé, il a touché à la constitution, mais le président, c'est pas lui qui vote. Oui. C'est un texte qui passe. Et nous avons un cas spécifique, le cas du Sénégal, où le président Macky Sall, par exemple, pour que le président Macky Sall vienne, il y avait son prédécesseur qui a changé la constitution, Abdoulaye Wade, qui voulait se présenter, et le peuple a voté contre lui pour amener Macky Sall, qui disait président made in Sénégal. Parce qu'ils avaient cette expression. Moi, j'étais présent au Sénégal quand l'affaire s'est passée. C'était les jeunes qui se sont levés pour faire ces votes, parce que le président Macky Sall était l'un des rares présidents qui n'a pas fait des études en France avec une femme française, comparé à d'autres qui sont comme des gouverneurs de France en présence au Sénégal. Donc, il s'est fait que, moi, quand je vois la situation de cette nature, je crois qu'on ne peut pas trouver une solution unique à ces problèmes. Il faut voir dans le contexte de chaque pays, dans les circonstances, pour voir qu'est-ce qui peut se passer, parce que le coup d'État ne se passe pas maintenant en Côte d'Ivoire, où le président, ou même au Togo, c'est même le cas de Côte d'Ivoire, le Togo, où depuis les années 60, c'est la même famille qui est au pouvoir. Donc, je crois que la question majeure, et si les gens ont une tendance de posture de royauté et que vous les apportez une démocratie et qu'il y a des hommes forts qui peuvent adopter cette royauté à l'intérieur de cette démocratie, vous allez toujours entendre des voix soutenant et une minorité qui va toujours, parce qu'elles sont éclairées, et ça va toujours engendrer des cas liant à ces cas dont nous parlons actuellement, des coups d'État militaires. Si ça pouvait se passer, si l'individu aussi est malin et qu'il a les moyens de maîtriser aussi cette armée suffisamment, parce que c'est là où le danger se présente. Mais dans les pays où l'individu ne peut pas maîtriser le peuple en l'endoctrinant suffisamment pour pouvoir le dompter pour sa cause, et en même temps, il rate les militaires, d'une manière ou d'une autre, il va partir. La pression a continué au Burkina Faso jusqu'à ce qu'on a vu la chute du président Blaise Compaoré en 2014, mais c'est contre les militaires, pas le peuple. Il faut voir ça aussi dans cette... Et c'est les mêmes militaires aujourd'hui qui reviennent prendre le pouvoir, alors que pendant les 30 ans, ils pouvaient faire coup d'État. On connaît des pays en Afrique où le président a fait 40 ans au pouvoir, c'est un militaire ou non, et puis il a la main mise sur son armée, et puis il n'aura jamais coup d'État dans son pays, presque.
Donc, je crois qu'on ne peut pas avoir de réponse simpliste à ces réalités. Ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais si on veut voir ça dans un sens seulement de 1 + 1 = 2, ça ne va pas marcher parce que la réalité, c'est qu'il y a tellement d'implications de données que quand nous prenons un pays, ça fait même une encyclopédie en lui seul pour comprendre le fond du dossier. On ne peut pas prendre un cas pour faire comparaison à l'autre. Même si aujourd'hui, c'est devenu comme une phobie. Bon, les autres font coup d'État, pourquoi pas nous? Donc si nous on ne fait pas, c'est comme si nous on n'est pas à la taille. Donc les autres militaires aussi se disent, il faut aussi faire quelque chose. Et même si certains se font arrêter, on a vu plusieurs cas, même les semaines passées, et sans forcément aller à nommer des pays. Voilà, justement, des inquiétudes, il y en a, et il y en a encore, et surtout, les observateurs ont toujours voulu savoir ce qu'en pensait l'Union africaine par rapport à toutes ces questions. L'Union africaine a condamné avec véhémence ces coups d'État à répétition, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Soudan et ailleurs sur le continent africain en cette période. Mais en parlant de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine semble avoir cédé la main à l'organisation régionale, je parle de la CEDEAO, pour s'occuper de cette situation. Et l'Union africaine suit la situation de près, mais en laissant la CEDEAO gérer l'affaire. Justement, parlant de l'Union africaine, avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui à 10, on a le président Macky Sall, qui est donc un des participants à ce sommet, qui s'est exprimé justement par rapport à cette situation en Afrique de l'Ouest et surtout de l'action ou des actions de la CEDEAO par rapport à ces coups d'État. On va suivre le président Macky. Je le condamne fermement, c'est une autre époque et on ne peut pas tolérer, on ne doit pas tolérer l'interruption des armées dans le processus politique. Donc, quelles que soient les raisons, nous condamnons ces coups d'État et nous aidons maintenant les pays à sortir de cette situation. Vous les sanctionnez? Les sanctions ont été l'arme ultime. Jamais la CEDEAO n'a essayé d'emblée de sanctionner le Mali, par exemple. La CEDEAO a accepté la proposition de la junte de 18 mois. Elle a accepté, elle a accompagné la transition. Même lorsqu'il y a eu le deuxième coup d'État, la CEDEAO a dit qu'à cela ne tienne, accompagnons la junte. Il restait 8 mois. Mais lorsque le pouvoir en transition revient à une proposition de 5 ans, on ne peut pas accepter cela. Soit maintenant, on dit c'est le fait accompli, on prend acte, on ne fait rien. Et cette opération, ces coups d'État vont se répéter dans quasiment tous les autres pays. Donc l'Afrique va arrêter son processus de développement. Cela n'est pas acceptable. Est-ce qu'un compromis est possible sur la durée de la transition? Oui, il est possible. Il appartient aux autorités. l'Algérie? Non, je ne dirais pas 16 mois. Il appartient aux autorités maliennes de proposer à la CEDEAO. Encore une fois, c'est à la CEDEAO de gérer cette question. Pour le moment, ce n'est ni au Conseil de paix et de sécurité, ni à l'Union africaine qui vient en appui. Nous avons un principe de subsidiarité. Le problème de la CEDEAO se traite d'abord par la CEDEAO, puis l'Union africaine vient en appui les Nations Unies. C'est comme ça que ça marche. Mais nous attendons les propositions et nous serons heureux de pouvoir recevoir les propositions, travailler avec eux. Il n'y a pas de préjugés. Nous ne voulons pas de sanctions au Mali. Ce discours doit être clair, mais il y a tellement de confusion entretenue à dessein qu'on a l'impression que la CEDEAO n'est là que pour les chefs d'État ou pour sanctionner, alors qu'avec le Mali, ça fait plus de 20 mois qu'on a accompagné la transition. C'est pareil pour la Guinée, c'est pareil pour le Burkina. Vous avez vu, on n'a pas sanctionné le Burkina. Au Mali, c'était pareil. Donc la CEDEAO ne cherche pas à sanctionner forcément. Mais lorsque les autorités militaires en question ne veulent pas faire progresser, on utilise les armes de l'organisation. Vous êtes plus optimiste sur le Burkina? Je ne veux pas faire de comparaison. Je sais qu'ils ont pris acte au moins des décisions du dernier sommet. C'est encourageant. Et comme nous leur avons dit, venez à la table de négociation, donnez-nous des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Je crois que c'est valable pour le Mali, c'est valable pour tous les autres pays. Il n'y a pas de discrimination vers un pays ou vers un autre pays.
Au Maroc, la course... Voilà, et c'est le président Macky Sall qui s'exprimait par rapport à cette situation. Vous comprenez les propos de Macky Sall? Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO, il a parlé des armes dont dispose la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO possède des armes pour décanter la situation, pour gérer cette situation? Je dirais oui et non à la fois. La CEDEAO possède les armes pour répondre aux différentes situations auxquelles sont confrontés les différents 3 pays sur lesquels nous sommes focus. Mais il faut dire que la CEDEAO n'a pas les armes suffisantes. Parce que après, c'est de l'observation qu'ils font et ils émettent des mesures en place, c'est-à-dire les différents chefs d'État de la CEDEAO. Ils émettent des mesures telles que l'éradication du Mali de la CEDEAO, mais concrètement, la population, quelle est la solution qu'ils apportent? Parce que après, vous suspendez le Mali, mais quelle est la solution? Pas suspendre le Mali, ça n'a pas d'aboutissement, il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Mais saluons quand même ce 35e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Et moi, je pense qu'il faudrait passer à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faudrait convoquer une assise au niveau de l'Union africaine et voir même s'il le faut avec l'ONU. Parce qu'après, aujourd'hui, la France est impliquée, la Russie est impliquée au niveau de ces différents coups d'État. Donc, il faudrait convoquer les différentes assises auxquelles sont émis les différents chefs d'État de l'Afrique. Est-ce que, ici, on semble chercher des solutions. Est-ce qu'on doit chercher des solutions en connaissant les causes, en maîtrisant les causes? Est-ce que la CEDEAO, l'Union africaine, maîtrise les vraies causes ou possède-t-il des armes pour apporter des solutions adéquates aux desiderata ou encore aux causes de ces coups d'État? Vous savez, c'est l'illusion du suprême qui s'applique dans ce cas-là que nous voyons. La CEDEAO, à un moment donné, a gagné une certaine légitimité au point où les gens disaient même qu'elle était plus efficace que même l'Union africaine. Parce que quand il y a des actes comme ce qui s'est passé en Gambie très récemment, où le président gambien il a appelé son opposant qui a gagné les élections selon les urnes, il a félicité et 3 jours plus tard, il revient à la télé pour dire « I change my mind ». Et donc, ça, par exemple, les gens ont dit, mais quand même, au 21e siècle, comment ça peut se passer? Et la CEDEAO a décidé, avec l'implication du Sénégal et tous ces pays, ils ont mis leur armée à la porte. Le président Yahya Jammeh s'est fui, il est en exil aujourd'hui en Guinée équatoriale. Donc, quand on voit des cas de cette nature, ça montre à quel point la CEDEAO pouvait être efficace si éventuellement elle supporte une cause qui déjà, à l'interne, est soutenue par ces populations et même ces militaires. Mais si elle vient s'imposer, et parfois même par des mécanismes qui, parfois, aujourd'hui, vous savez, malgré que notre population n'est pas aussi éduquée, l'information est en temps réel, les réseaux sociaux, tout ça. Si la ministre de la Défense de la France va venir au Sénégal dire que lui, elle pense que d'attendre la sanction de la CEDEAO, et moins d'1 mois plus tard, la CEDEAO se réunit pour dire on a donné ces sanctions. Les gens ont même dit que le coup d'État qui est survenu aussi subitement au Burkina Faso a eu des liens, des ramifications avec le fait que le président Kaboré, ayant des problèmes au pays, est allé s'impliquer dans ce problème qui déjà était un challenge au niveau du peuple. Donc je crois que les gens saisissent les opportunités pour pousser, mais tant qu'on ne voit pas le problème de l'intérieur, on va toujours dire si c'est la CEDEAO, on n'a qu'à régler parce que les autres se disent on n'a pas vraiment le contrôle. La CEDEAO aujourd'hui est aussi en train de perdre sa légitimité à cause des cas et des circonstances qui font croire aux gens qui sont aux ordres de qui que ce soit, parce que aussi le financement de ces institutions aussi pose problème. La même chose avec l'Union africaine, la même chose aussi avec l'ONU, parce que quand on parle de l'ONU aujourd'hui, c'est les grands 5. Et les grands 5, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent, même si tout le monde voit que c'est faux et qu'eux ils décident, c'est bon. Donc je crois que quand on va continuer par utiliser ces mêmes armes pour régler ce problème, on risque de toujours tâtonner et ne pas régler le problème du fond, parce que le problème du pays est d'abord
interne avant déjà que les autres peuvent apporter des soutiens, mais ils ne peuvent pas régler le problème du dehors parce que chaque fois qu'il y a coup, c'est 3 institutions condamnent. Ça change quoi? On parle du G5 Sahel, on parle de la situation de l'insécurité, les djihadistes, donc on parle de la question du terrorisme, et on sait bien que les pays, les États dans cette partie du pays se sont impliqués, mais il y a d'autres partenaires qui sont également sur terrain dans ce combat contre les djihadistes. Pourtant, l'insécurité l'insécurité parmi les causes citées derrière ces coups d'État, on parle de l'insécurité dans cette partie du pays. Est-ce que ces partenaires sont-ils neutres dans cette situation? Parce que ne voient-ils pas la situation arriver? Absolument. Toute situation, il faut toujours la voir arriver. En tant qu'un homme politique, c'est celui qui prévoit, qui a toujours une longueur d'avance sur les situations à venir. Maintenant, il faut dire qu'ils ont vu la situation venir parce que ça remonte depuis la destruction de Mohamed Kadhafi, depuis la Libye. Et c'est notamment après cette crise au niveau de la Libye. En 2011? En 2011, exactement. Que les différentes armées djihadistes et terroristes et autres se sont retrouvées au niveau du G5 Sahel, c'est-à-dire au Tchad, où il y a toujours l'insécurité, où nous avons eu la perte même de l'ex-président Idriss. Le président Déby qui était très impliqué. Exactement. Et il faut dire que la situation laisse à y croire qu'ils y voient venir, mais après aussi, comme le disait Shakespeare, l'argent est le nerf de la guerre. Après, il y a des intérêts là-dedans, parce que reconnaissons que quand même le Mali est un pays très riche en termes de minerais et autres. Et les 3 différentes cités qui ont été prises, telles que Tombouctou, Gao et la 3e, Mina, que j'oublie, il faut dire que ces différentes contrées regorgent d'assez de matières premières. Donc il faut dire que ça profite forcément aux pays extérieurs, vu que le grand frère disait que la population n'est pas assez éduquée, donc nous ne savons pas comment mettre la main sur nos différentes ressources pour nous développer. Parce que les pays, il faut dire que dépensent des fortunes pour combattre ces djihadistes. Est-ce que c'est cette frustration qui grandit dans le chef de la population, qui voit un combat qui ne mène nulle part, que c'est juste un cycle de violence qui continue et qu'à un certain moment, la population en a ras-le-bol? Absolument. Après, c'est des frustrations qui sont cachées, mais comme on le dit, la frustration, au fur et à mesure qu'elle remonte, après, il y a une liesse de populations qui sont en joie lorsqu'il y a des coups d'État. Et il faut dire que pourquoi c'est militaire, pourquoi les différents coups d'État sont militaires, parce qu'on estime que c'est eux qui ont les armes, donc ils ont à peu près, à vrai dire, la capacité quand même de pouvoir faire face à la situation du terrorisme. Donc c'est pourquoi peut-être la population leur font un peu plus confiance. Donc en quelques mots, voilà la situation. J'aimerais savoir une chose. Il y a nos confrères de Libération, parce que tout le monde écrit, tout le monde essaie un peu d'apporter son analyse par rapport à la situation. Il y a nos confrères de Libé, par exemple, qui parlaient de l'Afrique de l'Ouest, qui serait en train d'inventer un nouveau concept, qui est donc celui de coup d'État militaire populaire. Oui, vous savez, les analystes que nous sommes, quand nous sommes dans les laboratoires d'idées, nous devons trouver une formule pour que ça résonne aussi avec le peuple, et c'est de cela il est question. Aujourd'hui, où il y a une question de... on est en période en temps réel d'information et de communication pour presque tout le monde, même les populations les plus reculées, qui parfois n'ont pas les moyens d'analyse. Et c'est ce qu'on leur présente, le sens patent de la chose sur lesquelles ils réagissent. Je crois que l'histoire est là pour nous faire voir que même les coups d'État passés n'ont pas été impopulaires. Si le coup d'État de Jerry Rawlings n'avait pas été soutenu par le peuple, Jerry Rawlings ne pouvait pas gouverner le pays pendant tout ce temps-là. Donc, une fois que le coup d'État répond, si l'atmosphère
n'appelle pas à ce coup, le coup ne marchera pas. Donc, je crois que ce n'est pas nouveau quand on nous crée aujourd'hui ce thème de coup d'État populaire. Le coup d'État, si ça a marché, c'est parce que les circonstances ont permis à cela. Donc, il n'y a rien qui est nouveau sous cette terre aujourd'hui comparé à la réalité que nous vivons, surtout en Afrique de l'Ouest, où nous avons tendance à nous cacher derrière cette tendance illusionniste, à mon avis, de croire que le fait d'apporter une solution unique selon les tendances dictées du dehors va régler le problème d'interne d'un pays, ça ne réglera pas. Et les peuples, comme je le disais, même dans 50 ans, vous allez voir, si le coup d'État vient à un point nommé où les gens en ont marre, surtout avec ces cas d'attaques terroristes et autres, mais c'est les militaires. Vous avez entendu le président du Niger, c'est vrai qu'il n'a pas été populaire quand il a dit ça en France, en disant que c'est militaires qui doivent combattre les terroristes. C'est ces militaires. Et donc, ils quittent le champ de bataille et ils viennent accuser un président qui est peut-être civil, dans un cas pratique, pour dire « Oh, c'est à cause de toi que les militaires nous attaquent, donc nous on vient t'attaquer pour prendre le pouvoir, alors que les terroristes ne sont pas au palais de la présidence. » Donc, je crois qu'il y a ces questions qui sont assez fragiles, assez sensibles, qu'il faut tenir en considération, parce que aussi, ces militaires, si la communication allait de l'autre côté pour ces dirigeants, ils auraient pu aussi gagner plus de popularité que ces militaires, parce que dans le fait, c'est vous qui avez les armes. Bon, vous dites que vous n'avez pas de l'argent. Maintenant, si les moyens dont on parle, les armes qu'ils ont pris, vous avez vu les armes lourdes que les Burkinabés ont pris pour aller faire le coup d'État. Vous avez vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Et au même moment, c'est ces mêmes gens qui ne peuvent pas utiliser ces armes lourdes pour aller affronter les terroristes de l'autre côté. Donc c'est comme si le problème est à l'interne. On essaie de trouver des prétextes, mais la réalité peut-être est ailleurs. Donc c'est pourquoi moi je trouve qu'il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, qu'on rentre dans nos think tanks. Malheureusement, on n'en a pas. C'est des enfants comme des jeunes comme nous qui voudrions créer des think tanks parce qu'on a foutu ces choses. Il n'y a pas de lieu où des cadres, des intellectuels, des cerveaux du continent s'asseyent pour dire de quoi nous avons besoin. Parce que nous faisons la honte de notre continent, même si ça fait rigolo. Vous allez voir quand ces situations se posent, c'est les chaînes internationales, c'est sur TV5, c'est sur France 24, c'est sur Al Jazeera que vous allez apprendre qu'il y a coup. Et même le pays où le coup se passe, tant que les militaires ne prennent pas la télévision nationale, on ne sait même pas ce qui se passe à l'interne. Et ces gens sont déjà en amont sur l'information. Donc ça veut dire clairement que c'est une façon que nous aussi nous nous exposons, nous nous faisons ridiculiser par le monde parce qu'on n'a pas voulu s'asseoir pour vous penser et mettre des stratégies à long terme pour régler nos problèmes en termes de construire des institutions qui soient durables, qui vont faire en sorte, comme le disait le président Hollis une fois de plus, qu'il voulait qu'on construise des institutions au Ghana de telle manière que même si c'est le diable en personne qui va venir gouverner le Ghana, que ce diable n'est pas la main libre de faire ce qu'il doit faire, qu'il faut qu'il le fasse la volonté du peuple. Et vous avez vu certains présidents qui disent que c'est un problème de mauvaise gouvernance qui amène à ces coups d'État. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la situation est là. Il faudrait qu'on s'asseye pour vraiment trouver des solutions durables au lieu de trouver des solutions intermédiaires. Et les militaires vont dire, sous pression, vont amener, comme le cas du Soudan que vous avez mentionné, c'est ces militaires qui ont été chercher un diplomate international, Hamdok, qu'ils ont amené pour être Premier ministre. Ils ont été fait encore coup d'État pour ce dernier. Ils ont été fait des compromis. Comme lui voyait le peuple de dos, il s'est retiré maintenant et le peuple est en démonstration continue pour dire on ne veut pas se faire gouverner par les militaires. On les avait soutenus parce qu'on n'avait plus besoin de Bachir. Et nous, on ne pouvait pas faire partie de Bachir parce qu'il avait l'armée. Et donc, on est d'accord qu'il parte. La même chose au Zimbabwe. Vous avez vu ce qui s'est passé avec notre oncle Mugabe. C'est presque la même réalité. Et il faut savoir que quand on va continuer par faire les mêmes choses, espérant des résultats différents, ça ne se passera pas. Il faudrait qu'on reprenne nos problèmes à la base, qu'on se retrouve dans nos think tanks, qu'on les remette en place pour que quand on se retrouve à Addis Ababa et ailleurs, que les gens voient de loin. Parce que le politique qui ne prévoit pas, ils vont tous succomber s'ils continuent sur cette allure. Parce qu'aujourd'hui, le monde du 21e siècle, de 2022, n'est pas le monde des années 90, n'est pas le monde des années 60 où les populations étaient à une certaine dimension. Donc, il faut tenir compte de cette réalité en faisant le combat. Maintenant, nous acheminons vers la fin de notre émission. Monsieur Soro, j'aimerais savoir une chose. La jeunesse africaine aujourd'hui compromet toujours être l'avenir du continent depuis des années. Vous pensez qu'il y a un rôle à jouer? Absolument, la jeunesse a un rôle crucial à y jouer, un rôle très fondamental, parce que
le dynamisme, aujourd'hui nous sommes confrontés à des nouvelles thématiques au niveau de la gouvernance, au niveau de l'éducation. Aujourd'hui c'est la technologie, comme le disait l'aîné Muezan. Aujourd'hui il y a la technologie, donc forcément la jeunesse, l'Afrique a besoin de sa jeunesse pour pouvoir se développer. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à converser à travers les nouvelles technologies, nous arrivons à converser avec l'extérieur de façon plus aisée. Cela passe notamment par l'éducation, la formation, comme le fait l'African Leadership University. Donc, c'est forcément la jeunesse africaine a son rôle à y jouer. Et forcément, ce développement de cette Afrique repose sur cette jeunesse-là. Et voilà, espérons et surtout espérons les jours meilleurs qui attendent le continent africain demain. Mais demain commence aujourd'hui, comme le disent les optimistes. Permettez-moi de vous remercier à tous les deux d'avoir partagé votre analyse et surtout pour éclairer nos téléspectateurs de la situation et surtout connaître les tenants et les aboutissants de cette situation étrange pour en tout cas nombreux d'entre nous. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous étions avec monsieur Siriki Soro, qui est donc de l'African Leadership University, donc ici au Rwanda. Il est également, nous étions également avec monsieur Damien Mouzoun, qui est donc de Think Tank AENA. Donc ce sont les deux avec qui nous étions. Tous les deux, l'un est ivoirien et l'autre est béninois. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette émission Majuscule Propos. Grand merci à toute l'équipe qui m'a réalisé et qui m'a permis de vous attendre de chez vous. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.